D'abord, Dominique Volton, quelle est aujourd'hui la situation au Vatican, avec le décès de Benoît XVI, pape très conservateur, qui avait encore beaucoup d'influence, et puis la vision plus sociale de François. Quels sont les rapports de force au Vatican? Les rapports de force, d'une certaine manière, le décès de Benoît XVI simplifie un peu la chose, parce que le pape est seul, parce que c'est pas... Surtout ils habitent quasiment à 200 mètres l'un de l'autre, donc c'était pas facile pendant quasiment 10 ans. En gros, c'est deux mondes radicalement différents. Il y en a un qui disparaît un peu, c'est celui centré sur l'Europe, avec Benoît XVI comme symbole, avec la théologie, l'histoire, la puissance et les erreurs et les horreurs parfois de l'Église. Et puis, ce dont le pape François est le premier acteur, c'est le pape de la mondialisation. C'est-à-dire, en fait, on reprend l'Église catholique égale l'Église universelle. Donc, François représente premier jésuite, premier latino-américain, premier non-européen. Donc, c'est deux mondes complètement différents. Alors, ils ont cohabité, bien sûr, parce que l'Église, par définition, c'est que de la négociation culturelle, c'est que de la diplomatie, parce que c'est que des valeurs. C'est d'ailleurs fondamental. Les conflits qu'il y a au sein de l'Église ne sont jamais secondaires parce qu'ils reflètent assez bien la diversité des points de vue culturels, idéologiques et spirituels. Mais là, c'est vrai que François est le symbole de l'ouverture de l'Église sur la mondialisation, avec le risque énorme que finalement il n'y ait pas les infrastructures humaines. Et Benoît représentait évidemment la force de l'Église dans sa tradition européenne. Et c'est normal que cette cohabitation n'ait pas été si facile que ça. Est-ce que c'est un pape François libéré aujourd'hui, d'une certaine manière ? Je pense qu'il est à la fois en colère par rapport à tout ce qu'il n'a pas pu faire, parce que la résistance de la curie, c'est quand même réel, et libéré, oui, parce que d'une certaine manière, cette espèce d'ombre tutélaire, ils étaient tous les deux finalistes à la première élection. On oublie toujours que le pape était numéro 2 quand Ratzinger a été élu pape. Oui, je crois. Et surtout, je crois qu'il est de plus en plus résolu, malgré le fait que ça crée de l'antipathie à son égard de la part de beaucoup de conservateurs dans le monde, au fait que l'Église doit être mondialisée, doit être universelle, et que donc, par conséquent, il faut sortir de l'Europe. Et d'ailleurs, on lui reproche de sortir de l'Europe, mais il lui dit, mais attendez, moi je suis face au défi du XXIe siècle, c'est-à-dire qu'il y ait une nouvelle évangélisation et pas seulement l'Europe. Et c'est un vrai débat politique. Est-ce que le pape François, c'est un pape apprécié des fidèles? Alors, je crois qu'il y a eu beaucoup de sympathie au départ, et dans la mesure où c'est quelqu'un qui est assez raide, qui ne lâche pas, une de ses fameuses phrases qui lui fait beaucoup d'ennemis, c'est la suivante: n'oublions jamais, nous tous, que nous sommes à 3 générations, tous des immigrés illégaux. Donc il le rappelle tous les jours et ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Donc c'est pas qu'il a déçu, c'est qu'en fait la radicalité de ses positions, et n'oublions pas encore une fois, nous devons faire du comparatif, il vient d'Amérique latine. C'est-à-dire en Amérique latine, les Américains ne sont pas très bien comportés depuis un siècle. C'est une chasse gardée américaine et donc il n'a pas vu le communisme lui, mais il a vu l'impérialisme américain. Donc il n'a pas la culture qui est la nôtre. Donc du coup, la radicalité qu'il a contre l'impérialisme capitaliste, contre le capitalisme est forte. Et naturellement, il dit toujours, il y a 2 sortes de prêtres et de pasteurs, ceux qui sont des professeurs et ceux qui sont des acteurs et des pasteurs. Et lui, il est manifestement pasteur. Donc ça plaît, ça ne plaît pas. Mais je pense qu'il est moins apprécié qu'au départ, phénomène d'usure d'une société du spectacle, mais en même temps, sa radicalité ne plaît pas. Mais je pense qu'il joue pour une église dans 30 ans. Quelle est l'influence du pape François, justement, dans le reste du monde? Un pape plutôt à gauche sur l'échiquier politique, vous venez de le rappeler. Et notamment, quelle est son influence sur la guerre en Ukraine? On attend sa parole, j'imagine. Oui, alors d'abord, il faut ne jamais ignorer que même si le Vatican c'est tout petit, de ce point de vue-là, je suis en admiration, c'est une institution toute petite, mais qui gère les enjeux mondiaux en permanence. Donc il y a eu les petits bémols au départ. L'obsession de François, c'est éviter les guerres, construire des murs. Construire des ponts et pas des murs, c'est une de ses phrases classiques. Et ensuite de ça, éviter que les guerres durent trop longtemps. Donc sur l'Ukraine, au départ, il y a eu un cafouillage. Là, je crois qu'il essaye de voir comment, avec l'orthodoxie, une partie de l'orthodoxie est complètement proche de Poutine, pas l'autre. Et donc, du coup, il essaie de voir si les forces religieuses peuvent contribuer à la paix. Donc, je pense que c'est le premier conflit en Europe, parce que n'oublions pas que cet Argentin, c'est un fils d'immigrés italiens. Donc, par conséquent, il connaît très bien l'Europe. Donc, quand on lui dit, mais il ne s'intéresse pas à l'Europe, c'est complètement faux. Il dit simplement, moi, j'ai d'autres priorités. Un enfant des 2 mondes, oui. Voilà, un enfant des 2 mondes, et plus attiré par... Il est franciscain dans ses comportements, dans le sens redonner, redistribuer, donner de l'argent, que les riches aident et compagnie, ce qui n'est pas toujours accepté dans toutes les églises. Alors, François a déjà évoqué une possibilité de retrait s'il était malade. Vous y croyez? Il a signé ce papier dès qu'il était élu. Oui. Donc, c'est pas lié à la conjoncture. Tout à fait. Vous y croyez, vous? Et est-ce que qui pourrait le remplacer, justement? Est-ce qu'il y aurait une lutte? Est-ce qu'il y a déjà une lutte pour savoir
Alors, un, je ne sais pas. Deux, je ne pense pas qu'il ait envie d'arrêter, sauf quand ils ont tous le souvenir de Jean-Paul II en tête. Bon, cette dégradation physique incroyable. Il n'est pas en très bonne santé, mais il a une volonté et une énergie qui est farouche, parce qu'il sait très bien que ce qu'il essaie de faire tourner l'Église catholique vers la mondialisation et avec un dialogue interreligieux développé, c'est pas partagé par tout le monde. Mais je crois que la colère, quand je dis la colère, c'est une colère profonde face aux inégalités, est plus forte que le désir de se retirer. Et je ne pense pas que, pour l'instant... Il ira jusqu'au bout. Oui, si les forces le lui permettent. Ceci, l'ouverture extraordinaire qu'a fait Benoît, c'est de dire on peut se retirer. C'est-à-dire que ce théologien a inventé une première en 600 ans. Voilà, quand même. exactement. Et de ce point de vue-là, Benoît était plus un théoricien, etc., mais il était dans 2-3 batailles. Parenthèse, une des raisons pour lesquelles il a arrêté, c'est que la curie, il n'avait pas réussi à dompter la curie, ce que n'arrive pas forcément à faire François. Mais venant d'un autre continent, avec une autre histoire politique et beaucoup de violence, et la tradition politique jésuite, je pense que pour l'instant, il ne lâchera pas. Voilà. Mais dernière chose que je veux dire, c'est que c'est normal qu'il y ait des conflits. Et tous les conflits politiques et idéologiques et spirituels qui se jouent dans l'Église catholique ont évidemment un lien avec le reste du monde. Merci Dominique Volton pour cette analyse que vous nous avez apportée sur le plateau de TV5 Monde.